Et nous souhaitons donc commencer cette soirée, qui est la soirée d'ouverture d'un nouveau programme, d'un tout nouveau programme, à l'initiative de la Fédération des associations sfarades de France, sous son nom de code FASF, et beaucoup l'appellent aussi la Fédération sfarade. C'est plutôt sous ce nom-là qu'elle s'est fait connaître tout au long des années. Je m'appelle Jean-Charles Zerbib et à la demande du président de la fédération, André Derry, que nous entendrons dans un moment, nous avons donc organisé toute une série de conférences qui qui auront lieu un mercredi sur deux, sauf quand le calendrier ne le permettra pas, à la même heure, 19 heures à Paris, parce qu'on a aussi des gens d'autres pays qui nous rejoignent. Donc, c'est 19 heures à Paris, 20 heures en Israël, etc. Et toute l'idée donc de ces promenades sfarades est pour nous dans un objectif qui est d'apporter un regard tout à fait renouvelé sur cette question-là, si possible moderne, pour essayer de mieux comprendre les différents mondes sfarades dans leur diversité et parfois leur complexité. Et donc, tout au long, on reviendra à la fin de cette séance sur les programmes à venir, mais toute l'idée est effectivement d'aborder ces questions-là sur les plans culturels, sur les plans éducatifs, sur les plans historiques, sur le plan de la halakha, mais aussi sur le plan de la cuisine, puisque nous avons prévu une séance avec un grand chef qui va nous donner quelques recettes, différentes recettes de différents pays, parce que quand on a dit Sfarad, évidemment, il faut intégrer beaucoup de pays de différence. Et donc, nous avons souhaité commencer cette soirée par des regards jeunes, mais j'y reviendrai. Je voudrais de suite laisser la parole au président de la Fédération Sfarade, Monsieur André Derry. Bonsoir. Vous m'entendez là? Très bien. Ça va? Voilà, merci d'être là. Comme vous le savez, cette terrible pandémie a perturbé la vie de toute l'humanité et nous sommes au gré des gouvernements. On navigue de confinement, déconfinement, de déconfinement, reconfinement. Il n'y a plus aucune convivialité. Les activités, évidemment, économiques ont repris de façon un petit peu partielle, on peut dire, puisqu'elles sont réduites à ce que les gouvernants appellent activités essentielles. Mais par contre, en ce qui concerne les activités associatives, alors là, c'est l'électroencéphalogramme plat. Et depuis un an, on n'a plus aucune activité. Et puis, j'allais dire, Zoro est arrivé, c'est Zoom qui est arrivé, et il y a eu à ce moment-là une profusion d'initiatives de partout, où on sentait que les gens avaient soif de se retrouver, même si ce n'est pas en présentiel, mais au moins de se regarder et de se voir. Et la FASF a voulu prendre le train en marche et faire comme les autres. Alors la FASF, c'est quoi? C'est, comme a dit Jean-Charles, c'est la Fédération des associations séfarades de France, qui est la branche française de la World Sephardi Federation, qui a été créée par un grand mécène, M. Nissim Gaon, qui habite à Genève. C'est un monsieur qui approche maintenant bientôt centenaire, mais qui a rendu des services extraordinaires pour le monde séfarade en Israël. Alors, je ne vais pas vous faire une assemblée générale pour vous dire quelles sont les activités de la fédération séfarade. Je vais faire plutôt comme un mot dans l'après-vert, quoi. Alors, les activités de la fédération, évidemment, ce sont des associations séfarades qui sont membres de la fédération.
Donc, chaque association a ses propres activités qui sont très riches et très complètes, mais la fédération elle-même a ses propres activités. Et entre autres, l'organisation de colloques. Nous avons organisé, par exemple, des colloques très importants avec des personnalités de premier plan concernant l'apport des séfarades à la renaissance de l'État d'Israël. Nous faisons également des conférences. Nous avons fait des voyages qu'on pourrait appeler à peu près de mémoire, mais pas de mémoire séfarade elle-même, mais pour mettre en exergue une personnalité. Par exemple, le voyage à Tudela. Tout le monde a entendu parler de Benjamin de Tudel, qui était un grand voyageur du Moyen-Âge. Et nous avons eu donc une semaine avec la mairie de Tudela, où toutes les places, les rues étaient décorées avec des banderoles à l'honneur de Benjamin de Tudel, avec un congrès avec des professeurs venant de France et d'Israël. Nous avons offert un concert de musique séfarade gratuit à tout un grand d'opéra, je dirais, qui a servi pour la musique séfarade. Nous avons refait la même chose en recontactant la communauté juive de Sofia, en Bulgarie. Vous savez que les Bulgares sont des juifs séfarades aussi. Et c'est le seul pays où il n'y a pas eu la Shoah. Nous avons fait également des voyages au Maroc, au Portugal. Nous avons fait un voyage pour les 700 ans de la synagogue de Cordoue avec l'ensemble du staff de la Fédération séfarade mondiale, avec des dirigeants venus d'Amérique latine, du Canada, d'Israël, d'Italie, d'Espagne. En dehors des colloques et des conférences, nous avons organisé également une semaine séfarade avec chaque association a présenté son historique et fait une exposition et organise ses conférences. Et nous avons clôturé ça par un Shabbat plein mémorable au centre Rambam grâce à l'amabilité de son président, avec les plus grands païtanim d'Israël et même avec la collaboration de Yehiel Nahari, un grand d'Amérique latine. Après les voyages, les conférences, les concerts, il y a également une action, Jean-Charles tout à l'heure parlait des Shabbats que nous organisons pour les jeunes, pour permettre des rencontres entre eux. Nous avons fait ça dans différentes villes de France. Nous avons fait également une action sociale, si on peut appeler ça comme ça. C'est l'organisation essentiellement ces derniers temps, puisque nous n'avions plus les moyens d'offrir des bourses comme faisait M. Gaon à l'époque. Nous avons, chaque année, nous organisons des bar mitzvah et des bat mitzvah pour des enfants nécessiteux en Israël. Et depuis le nombre d'années, donc ça fait des centaines d'enfants israéliens qui ont eu leur bar mitzvah grâce à la Fédération séfarade. Et cela constitue pour eux, paraît-il, d'après ceux qu'on a vus il y a 10 ans et qui ont fait leur armée depuis, ils considèrent que c'est leur meilleur souvenir d'enfance. En ce qui concerne les activités, voilà, donc toute cette année, tout a été bloqué. Avec notre ami Jean-Charles, on a concocté un programme pour à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Il vous en parlera en fin de soirée. Alors, il y a une question qui se pose des fédérations séfarades. Aujourd'hui, tout le monde dit que le peuple juif est un peuple un. Pourquoi encore parler de séfarades? Bon, j'aime beaucoup mes amis ashkénazes, mais je me sens quand même la fibre séfarade. Je pense que nous avons une riche histoire, nous avons un patrimoine à défendre,
Nous avons eu des géants dans l'histoire, bien avant Herzl, des gens comme Rambam, comme Nahmanide, comme d'autres ont fait leur aliyah au Moyen-Âge. Ils n'ont pas seulement pour y vivre eux-mêmes, mais également pour éventuellement créer aux Juifs se remettent de leur destin. Il y a eu une sensibilité séfarade. Tout à l'heure, Jean-Charles parlait de la halakha. Nous avons des géants parmi les séfarades et je crois qu'on n'a pas à en rougir. Alors, si pendant le début de l'État d'Israël, les séfarades ont été regardés avec une certaine commisération par nos amis ashkénazes, cela a beaucoup changé maintenant. Cela a beaucoup changé, je crois que d'abord en grande partie par l'action de M. Nissim Gaon, qui a beaucoup bataillé, et le regard des Ashkénazes a été modifié. Ensuite, par la démographie, et maintenant, je crois que le dernier gouvernement, je crois qu'il y avait 10 ministres d'origine marocaine. Donc, ce problème est en train de se résoudre. Mais il y aura une conférence spéciale concernant le problème Ashkénaz-séfarade en Israël. Voilà ce que je voulais. Ce soir, nous commençons par des jeunes. Et je ne sais pas s'ils ont une sensibilité particulière en tant que séfarades dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, comme dit mon neveu, Joël Mergui, le président des consistoires, nous avons une identité multiple, mais nous avons quand même des préférences. Moi, je vois que, en dehors des préférences culinaires qu'a souligné Jean-Charles, il y a également des préférences musicales. J'adore Abraham Fried, mais j'aime beaucoup Haïm Louk, Moshe Louk, et je me sens vibrer davantage. Et on a l'impression que ça doit être un petit peu génétique, parce que si je vois mes enfants et mes petits-enfants qui ont toujours vécu en France, ben, ils ont la même sensibilité. Alors, peut-être que les intervenants de ce soir vont nous dire ce qu'ils en pensent. En tous les cas, je les remercie de leur présence et d'avoir soustrait de leur temps pour s'adresser à nous. Et nous les écoutons. Et merci de votre présence. Merci beaucoup, André. Merci. Par rapport à ce que tu disais, notre tradition nous raconte, puisque on l'a lu il n'y a pas très très longtemps dans les synagogues, notre tradition nous raconte que quand nous avons traversé la mer Rouge, il y a une version qui dit, et c'est celle du film, des films que vous avez pu voir des dessins animés, qu'il y avait que la mer s'est ouverte en deux une seule fois. Mais il y a un très beau midrash qui dit qu'en fait, il y a eu 12 passages dans la mer et 12 passages différents. Et c'est tout simplement pour dire que chaque tribu, et on pourrait dire que chaque tribu d'Israël, donc chaque origine, chaque communauté, a traversé suivant son propre passage pour sortir de l'esclavage et pour se retrouver de l'autre côté, de l'autre rive et former un peuple un. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais de suite laisser la parole à nos intervenants. Je les remercie d'ores et déjà d'être avec nous ce soir. Je ne vais pas les présenter comme on fait dans les belles réunions académiques parce que je leur ai demandé de le faire eux-mêmes. Mais je tiens à les remercier. Nous avons avec nous ce soir Dvorah Serrao, qui est la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Nous avons, merci Dvorah, c'est une toute nouvelle fonction, parce que je crois qu'elle a démarré au mois de novembre ou décembre de l'année dernière. La présidente de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, Noémie Madar, que je suis très très content de voir ici avec nous aujourd'hui.
Un autre président d'un célèbre mouvement de jeunesse qui s'appelle les Éclaireuses et Éclaireurs israélites de France, Jérémy Haddad, qui est avec nous ce soir, malgré les fins de Corona, donc on lui souhaite une bonne santé. Merci d'être là. Et nous avons avec nous le directeur de l'Action Jeunesse du Fonds social juif unifié, Philippe Lévy. Et donc, je vais demander à chacun de se présenter, de présenter rapidement son parcours et de présenter son association. Et on commence par Dvora, s'il te plaît. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Merci à vous tous. Bonsoir. Alors, je vais essayer de me présenter en répondant peut-être, en essayant un petit peu de rester dans le thème de la soirée. Je ne peux pas parler de mon parcours sans parler quand même de l'héritage culturel de mes grands-parents, de mes parents. Donc, je vais peut-être vous décevoir. Je suis un pur produit du judaïsme algérien. Mes grands-parents étant arrivés. Je dis souvent ça parce que même à l'Alliance, je déçois un peu quand je dis que je n'ai pas d'ascendant marocain ou que non, mes grands-parents n'étaient pas dans le Mela à Casa ou à Meknès. Voilà, donc enfin, je veux dire que c'est très profondément ancré ce judaïsme algérien qu'il faudra peut-être un jour définir. En tout cas, mes grands-parents sont arrivés en France. Toute la famille de ma mère, du côté de ma mère, se devait d'être fonctionnaire de la fonction publique. Donc, c'est déjà un indicateur du niveau d'intégration, voire d'assimilation d'une bonne partie de ma famille. Ma mère étant la seule à s'être penchée sur son identité juive, ce qui fait que nous avons fréquenté les écoles juives et qu'après avoir fait mes études en école juive, j'ai décidé de poursuivre des études d'abord d'une part académique, donc en étudiant plus particulièrement l'hébreu et l'anglais, et puis surtout en rejoignant une formation. Alors, j'ai envie de dire qu'il est vrai qu'en termes d'héritage sur la conduite de vie, il y a quelque chose qui était très très fort chez nous, qui était de vraiment rechercher l'excellence, quel que soit le domaine dans lequel on allait en tout cas dans lequel on allait consacrer notre temps et probablement notre carrière. Donc, il n'était pas question d'uniquement faire des langues. J'étais destinée à aller enseigner. J'ai enseigné dans les écoles juives de région parisienne, Yavne, Sinaï à l'époque. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, surtout en tant que femme, donc ça a été d'abord un éveil, j'ai envie de dire, un peu féministe, en tant que femme, de me pencher de manière très sérieuse sur l'étude des textes de la tradition juive et plus particulièrement ceux de la tradition de la loi orale. J'ai été la première Française à obtenir une bourse pour étudier à plein temps aux États-Unis, à New York, dans un institut qui a été un petit peu précurseur de tous ces lieux d'études pour femmes de très haut niveau, avec une formation à l'Institut Drisha qui, d'une part, travaillait beaucoup avec les professeurs de Columbia, mais aussi et surtout avec ceux de la Yeshiva University, et donc une étude de Gemara Mishnah de très haut niveau. Et puis, je dois dire que cet élément, cette parenthèse d'études dans ma carrière a été déterminante pour la suite de tout ce que j'ai pu faire, puisque après New York, je suis allée en Israël pour un master et intégrer un programme de formation qu'on appelait Morim Prereim, qui était à l'Université hébraïque de Jérusalem. Tout ça pour vous dire que ce parcours académique terminé, j'ai pu diriger, voilà, je me suis rendue j'ai répondu à une offre à Anvers, donc j'ai dirigé un établissement scolaire, l'un des meilleurs en Europe, à Anvers, avec mon mari qui est hollandais, d'origine séfarade portugaise. Donc, je vous laisse imaginer le mix intéressant. Et pour nous, séfarade veut toujours dire autre chose que ce que cela peut pouvoir dire souvent pour les gens en France issus on va dire, de la culture séfarade nord-africaine, qui n'est pas la seule, puisque voilà, la tradition portugaise, pour ceux qui la connaissent, est assez intéressante. Et puis voilà, et puis d'une chose à l'autre, l'Alliance m'a proposé un poste de responsable de l'enseignement. À la demande du président Marc Heisenberg, j'ai dirigé un fonds de dotation qui s'appelait l'Amorim, qui permet aux écoles juives de faire un saut qualitatif et leur propose des programmes et des outils ainsi que de la formation pour mieux enseigner les valeurs, la tradition, la culture, l'histoire et les langues.
et plutôt la langue hébreu. Et aujourd'hui, je suis directrice générale de l'Alliance. Alors, l'Alliance israélite universelle, que vous connaissez au moins de nom, depuis 1860, d'abord pour son action dans l'accompagnement des communautés séfarades autour du bassin méditerranéen, par le développement d'un réseau d'écoles qui n'était pas sa première mission, mais qui l'est devenu par la force des choses, et donc une conviction très ancrée à l'Alliance, qui est celle du pouvoir de l'éducation et de l'enseignement. Et puis, évidemment, l'Alliance aujourd'hui, c'est également, et c'est surtout des écoles, une bibliothèque et un fonds d'archives que je vous invite à consulter, très actif, puisque c'est l'un des plus anciens d'Europe sur le judaïsme de France, mais aussi sur le judaïsme séfarade. Et donc, je vous invite, à l'occasion, si vous le souhaitez, à organiser une visite à la bibliothèque de l'Alliance, c'est tout à fait possible. Et puis, des activités culturelles, académiques, universitaires, des partenariats, et donc plusieurs belles perspectives, en tout cas, je l'espère, dans le cadre de ma prise de fonction. Voilà, je crois avoir rempli ma part du contrat en me présentant et en présentant mon institution. Et tout ça en 4 minutes, 5 minutes. Merci beaucoup, merci. Je sais que c'est toujours un exercice difficile, mais nous avons plusieurs intervenants et intervenantes et intervenants. Je laisse de suite la parole à la Benjamine de ce panel, sauf erreur de ma part, Noémie Madar. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Noémie Madar, je suis présidente de l'Union des étudiants juifs de France. J'ai 27 ans, donc peut-être la Benjamine. On a dit jeune comme un des 3 défis de ce titre. Cette conférence. Alors, qui est jeune, qui ne l'est pas, je ne sais pas bien. En tout cas, voilà, moi, j'ai grandi en école publique à Paris avec toujours la volonté de concilier mon identité juive et mon identité française, avec une grand-mère qui était proviseur pendant toute sa carrière dans différents établissements français, avec de l'autre côté des grands-parents qui ont grandi à La Rochelle, donc dans une petite communauté juive, des parents qui sont nés en Tunisie et qui sont arrivés en France quand ils étaient très jeunes. Et je pense que c'est peut-être, au-delà d'être la Benjamine, ce qui fait aussi la différence peut-être avec les autres intervenants. Mes parents sont arrivés jeunes, donc sans forcément de souvenirs, avec un attachement fort à la Tunisie, mais sans le souvenir d'y avoir grandi. J'ai fait mes études à l'université Paris-Dauphine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer à l'UEJF, l'année des présidentielles de 2012, à un moment où Marine Le Pen était censée venir intervenir à Dauphine, et l'UEJF qui s'est mis en barrage à ce moment-là, en disant c'est pas possible que le Front National puisse avoir porte ouverte et amphithéâtre ouvert dans une université française. Et l'UEJF à ce moment-là s'est révolté, à manifester à la fois en tant qu'étudiant, en tant que juif, en tant qu'engagé contre le Front National. Et c'est à ce moment-là peut-être que j'ai compris que c'était aussi vers cette organisation-là que je pouvais retrouver tout type d'engagement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours et que ensuite je l'ai poursuivi et que j'ai été élue il y a 2 ans de cela, 1 an et demi, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. L'UEJF, c'est une organisation qui a été créée en 1944 dans le maquis toulousain par des résistants juifs. L'UEJF avait pour vocation au départ d'aider à la fois les rescapés, d'aider les orphelins en France, ceux qui arrivaient aussi des camps de la mort, ceux qui avaient survécu, les aider à revenir à la vie, à revenir à l'université. Dans les années 60, l'UEJF a aussi accompagné énormément les étudiants qui arrivaient des différents pays du Maghreb. Il y avait une section Alger à ce moment-là. Il y a même eu une sorte de scission à un moment donné, puisque l'UEJF au niveau national était pour l'indépendance de l'Algérie, contrairement du coup à la section locale. Donc ça a été aussi un point très marquant dans la vie de l'UEJF. Et aujourd'hui, depuis une 30aine d'années, on peut dire que l'UEJF est pleinement une organisation antiraciste.
qui a pour vocation de lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. On est aussi présent dans toutes les facs parisiennes, dans toutes les villes de France, et nous sommes aussi une organisation et surtout une organisation militante. Voilà, c'est aussi comme ça que je pourrais me définir, comme militante, comme femme aussi. J'ai beaucoup reconnu dans ce que vient de dire Dvorah le fait que d'être une femme dans tout ce monde juif, ça compte énormément, avec la volonté non pas de prouver, mais d'être pleinement. Et finalement, il y en a pas énormément des présidentes d'organisations juives. Je suis la 3e à l'UEJF. Je crois qu'il n'y en a jamais eu au CRIF, jamais au FSJU. Je sais qu'il y en a une grande présidente au EI. Je vois Jérémy me regarder de l'autre côté. Donc voilà, c'est aussi un des défis que j'aurais pu rajouter au titre de cette conférence. Donc voilà, quelques mots sur moi et sur l'UEJF. Et merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup, Noémie. Je pense que Jérémy va de suite attaquer en disant qu'il y a eu plusieurs présidentes aux EI, pas une seule, plusieurs, et elles étaient toutes grandes. Voilà, donc ça a été dit. Je passe de suite la parole à Jérémy Haddad, président des EI. Merci beaucoup Jean-Charles. Oui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je suis assez à l'aise en fait. Donc, pour le coup, à chaque fois que le sujet du féminisme arrive, moi j'ai tout ce qu'il faut derrière. J'ai des présidentes, j'ai des commissaires généraux, j'ai des grandes résistantes. J'ai même des statuts depuis longtemps qui font la part belle à la parité dans les conseils d'administration, etc. Donc vraiment, je pense que de ce point de vue, on est inattaquable. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc moi, je suis Jérémy Haddad. Donc pour vous dire à peu près d'où je viens et d'où je parle, moi, mes 2 parents sont nés en Tunisie. Ils sont arrivés en France quand ils avaient une dizaine d'années. Donc pour moi, enfin je veux dire, Lévinas disait l'identité juive, comment il disait, l'identité juive, c'est quand on commence à s'interroger sur l'identité juive qu'elle est déjà un peu perdue. Moi je me suis jamais vraiment posé de questions, pour être franc, sur mon identité séfarade. Elle fait partie de moi, elle est évidemment au fond de moi-même, même si on y reviendra, c'est une identité séfarade française. Parce que je pense que ce qu'on est en train d'inventer progressivement, les jeunes et les moins jeunes, c'est une identité un petit peu hybride qui est majoritairement séfarade, parce qu'effectivement, la France est un pays dans lequel la communauté juive est majoritairement séfarade, mais avec une très, très forte hybridation liée à la culture française. Et aujourd'hui, c'est ça que je vis moi depuis ma naissance, de façon, je crois, pour le coup, extrêmement harmonieuse. Alors, 2 parents nés en Tunisie, alors évidemment mes grands-parents également, qui ont eu un impact très très fort sur ma vie, sur mon appréhension de l'identité juive, mon appréhension de la culture juive, que ce soit via la cuisine, via la musique, comme le disait André Derry tout à l'heure. Farid El Atrache, tous ces gens-là, c'est des musiques qui me sont absolument pas inconnues. Et puis, alors pourquoi je suis là ce soir? Parce que j'ai l'honneur de présider un mouvement de jeunesse qui s'appelle les Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France, qui va avoir 98 ans cette année. Et donc, normalement, en 2023, si tout se passe bien, on va avoir le plaisir de fêter le centenaire de cette association. Alors, pour les gens qui ont mon âge, et les gens plus vieux, évidemment, on a la chance d'avoir connu des personnalités des EI absolument extraordinaires, puisque ce sont des gens qui ont vécu la guerre et qui ont été des résistants absolument incroyables. L'histoire est connue, elle est documentée, je ne vais pas la documenter là, mais en 2 mots, ce sont des gens, et notamment il y en a un, je vais le citer, qui s'appelle Freddy Menachem, qui était le chef de la résistance en zone occupée, et qui disait les EI étaient un mouvement révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Parce que à chaque étape de leur existence, en fait, ils ont fait le bon choix, alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident. Dans les années 20-30, pourquoi révolutionnaire? Parce qu'il y avait le consistoire qui était une sorte de grande institution d'Israélites français, et beaucoup d'autres institutions étaient des institutions d'Israélites français, ont vu débarquer des Juifs d'Europe de l'Est, qui étaient un peu des host students, vous savez, des Juifs qu'on ne considérait pas beaucoup, qui étaient assez pauvres,
Et quand ils sont arrivés à Paris, globalement, il y a deux institutions qui leur ont ouvert la porte. C'est le Parti communiste français et c'est les EI qui ont accueilli ces jeunes-là qui étaient issus de milieux extrêmement pauvres et défavorisés. Et ils les ont accueillis au sein des EI. Et c'est parmi ce mix-là que s'est trouvé une sorte de creuset extrêmement riche entre les Israélites français de type Robert Gamzon, créateur des EI, et puis ces Juifs d'Europe de l'Est qui ont apporté beaucoup au mouvement. Et puis après, même avant-guerre et après-guerre, il y a eu la création des EI en Afrique du Nord, au Maroc, avec aussi des dérivés, puisqu'il y a eu la création du DEJ pour les populations qui étaient plus défavorisées, notamment en Afrique du Nord, pour leur donner un cadre d'éducation juive. Et puis évidemment, lors de l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60, du fait des groupes déjà existants au Maroc et en Algérie, un peu moins en Tunisie, il y a eu bien évidemment une sorte de continuité très très forte et donc une intégration des Juifs d'Afrique du Nord, des Juifs séfarades au sein des EI qui s'est faite de façon extrêmement harmonieuse. Voilà, donc moi aujourd'hui je suis l'héritier un petit peu de cette histoire-là, avec un mouvement de jeunesse qui est le plus important en France et même en Europe, qui a toujours vécu harmonieusement son pluralisme et l'accueil de juifs en provenance de n'importe quelle origine, que ce soit d'origine sociale, géographique, culturelle, et ce qu'on continue encore à vivre aujourd'hui avec des EI, avec des cultures très très différentes, même si, comme je l'ai dit en amont, et je vais finir là-dessus, avec une forme d'harmonisation aujourd'hui et d'hybridation qui fait maintenant plusieurs dizaines d'années des Juifs existants et vivants sur le territoire français. Merci beaucoup, Jérémy. Association presque centenaire, tu ne les fais pas, donc tout va bien. Et beaucoup donc de travail sur cette notion éducative de l'accueil. Alors, je voudrais de suite laisser la parole à Philippe Lévy. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse au Fonds social. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, j'expérimente un nouveau micro. Je suis très, très heureux d'être avec vous d'abord parce qu'il y a des amis autour et donc s'il y a des amis, il y a de la famille quelque part. Je suis donc directeur d'action jeunesse au Fonds social. Je t'ai rencontré, je crois, quand j'avais 19 ans, Jean-Charles. Et le Fonds social a été, je vais le faire à l'inverse, hein, je vais parler bien sûr de ma famille, de mes proches et de cette sphère intime, mais je crois que mon lien à l'éducation juive et d'une certaine manière, le fait d'assumer d'être complètement séfarade est arrivé avec le DEJ, le département éducatif de la jeunesse juive, et le Fonds social. Quand j'étais gamin, j'étais plutôt issu pourtant d'une famille nombreuse, avec des parents qui sont arrivés à l'âge de 10-11 ans de Tunisie, qui ont atterri à Belleville, sans forcément avoir eu d'éducation telle celle à laquelle j'aspirais, plutôt des lettres classiques, plutôt la République des lettres, plutôt l'intégration, l'acculturation. Et je crois que jusqu'à 16-17 ans, avant de devenir animateur de colo, avant de rencontrer le DEJ et puis le Fonds social, et même si je l'ai quitté pour y revenir, je crois que je n'étais pas tout à fait à l'aise avec cette identité. Voilà, j'entendais un peu parler arabe, je savais qu'on avait des origines berbères, etc. Il y avait quelque chose qui était un peu comme un caillou dans la chaussure et qui ne m'empêchait pas de marcher, mais que j'avais tenu à distance. Alors, j'entre peut-être un peu dans le vif du sujet, mais c'est aussi ça mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 48 ans, eh bien, tout ça vient frapper à ma porte, quoi, et pas que dans l'inconscient. Parce que cette culture séfarade, elle me rattrape par la générosité, par la transmission, par une forme de volubilité aussi, je crois, par un amour de l'autre, que ça passe par le truchement de la cuisine ou des palabres ou de la famille. On est six et extrêmement soudés. Et en fait, j'ai jamais véritablement posé la question à mes parents voilà, d'où venez-vous? Est-ce que vous étiez plutôt des granats, des Touansa? Est-ce que dans les plats de pâtes qu'on mange tous les dimanches, il y a quelque chose de livournais, etc. Donc, j'allais presque dire que cette archéologie séfarade, elle a un peu commencé
mais elle débute vraiment pour moi. Et je lis beaucoup là-dessus, ce qu'a écrit Claude Tapia. J'essaie de discuter avec mes parents de ces souvenirs qui sont encore un peu brumeux, qui consistent en des parfums, en des personnalités qui sont quand même encore très fugaces. Je n'ai pas, comme l'a dit Dvorah, une éducation juive liée à la tradition. L'hébreu, je l'ai tenu à distance. J'ai fait plutôt du latin et du grec. Donc, à un moment donné, je crois que dans mon parcours, je me suis retrouvé en opposition presque de cette tunisianité qui me paraissait exubérante. Et puis, j'ai fait du théâtre dans mon parcours d'enseignant, de consultant, etc. Et un jour, mon prof au cours Florent me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette exubérance séfarade ?» et ça m'a renvoyé. Alors, je n'ai jamais été victime d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Donc, et quand mon prof m'a renvoyé ça, je me suis dit, mais est-ce que malgré moi, voilà, je fais un sketch, je parle avec les mains. Donc, ça m'a rattrapé par le col. Et puis, je me suis réconcilié très vite avec cette identité. Et que ça soit le DEJ, que ça soit le Fonds social, que ça soit mes amitiés électives, etc., c'est une identité dans laquelle je vais être bien dans ma tête et bien dans mes baskets, et de plus en plus, malgré ce malentendu de l'enfance, où je tenais à distance quelque chose qui était peut-être une forme de rage ou de révolte. Mes parents n'ont pas eu d'éducation au sens le plus noble, mais pourtant, voilà, ils ont été les éducateurs les plus puissants qui soient, en étant proches de nous, etc. Et voilà, je renverse la vapeur aujourd'hui en disant que ce qui reste de cette éducation, c'est l'altérité, c'est la transmission, et c'est ce que j'essaie de faire modestement au Fonds social, avec les mouvements de jeunesse, avec les associations étudiantes, avec tous ceux qui ont des initiatives et qui portent une identité multiple et qui ne doivent à aucun moment, comme moi j'ai pu le faire, rougir de ce qu'ils sont, de leur extraction, de leur provenance, parce que surtout, elles fondent la projection et leur devenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Alors maintenant, je vais me permettre de vous poser quelques questions. A priori, vous ne les connaissez pas jusqu'au bout en tout cas, donc vous avez accepté de jouer le jeu et on va le jouer aussi dans le désordre. On ne va pas prendre le même ordre de prise de parole. Alors, on va commencer cette fois-ci par Noémie, si elle est d'accord. Et je vais faire un mix avec deux questions, en fait. On parle beaucoup du renouvellement de la communauté juive de France, de son leadership par des temps difficiles. Et je ne parle pas du corona, je parle de toutes les difficultés qu'on peut trouver dans une communauté comme celle de la communauté juive de France. Donc, à la fois, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que vous êtes arrivé à des postes de présidence, de direction, vous êtes des leaders de vos institutions? Je sais que quand on est des organisations jeunes, on n'aime pas le terme d'institution, mais d'association. Donc, sur la question du leadership, est-ce qu'aujourd'hui on laisse la place aux jeunes pour accéder à ce leadership? Et est-ce que il y a quelques années, on disait que la place était peut-être bloquée pour ceux qui venaient des différents pays qu'on a cités, c'est-à-dire que pour les jeunes sfarades, il était difficile d'arriver à la présidence. Il n'y a que récemment, par exemple, le CRIF s'est doté d'un président issu aussi du judaïsme algérien, comme Dvorah. Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là une question? Donc, à la fois leadership pour les jeunes et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui la question sfarade ou des sfarades joue un rôle? Ok, alors je vais commencer déjà en disant que le mot jeune, moi, Philippe le sait, c'est un mot contre lequel je me bats à longueur de journée, de réunion, parce que je me demande bien finalement qu'est-ce qu'il recoupe.
parce que quand même entre ces personnes, entre moi et Philippe ou entre Jérémy et moi, il y a pas mal d'années, mine de rien. Donc, qu'est-ce que veut dire jeune, sachant qu'on est tous dans le même Zoom qui s'appelle Jeunes, Leaders et Séfarades. Parce que le mot jeune, il recoupe ni une réalité tellement, voilà, est-ce que c'est une réalité sociale, jusqu'à quel âge on est jeune, et finalement, quand on dit nos jeunes, ça veut dire quoi? Non, on va aider nos jeunes, mais donc ça met forcément celui qui le dit en position de patriarcat face à celui qui est en face de lui. Moi, je me considère pas comme jeune, les étudiants qui sont à l'UEJF non plus, parce que finalement, ce n'est pas en tant que jeune qu'ils agissent, c'est en tant qu'étudiants et leur caractéristique qui fait qu'ils sont à l'UEJF, qui fait que moi, j'ai adhéré à l'UEJF, c'est ma qualité d'étudiante qui voulait m'engager. Le propre de l'Union des étudiants juifs de France, c'est ce qui fait à la fois parfois des difficultés, mais notre force aussi, c'est que le président de l'UEJF est là pour 2 ans et ce n'est pas renouvelable un second, un troisième mandat parce que finalement, notre force, c'est qu'il y a un parcours qui fait qu'à un moment donné, certaines personnes arrivent à la tête, mais qu'on n'est pas étudiant toute sa vie. Et moi, j'ai fini mes études juste avant de devenir présidente. Je suis présidente à plein temps, mais à un moment donné, j'aurais plus non pas l'âge d'être jeune, mais en tout cas l'âge des étudiants. Et donc, c'est ça qui fait aussi que l'importance de ce renouvellement, d'avoir conscience de la réalité. Donc voilà, moi, ce mot jeune, finalement, il me gêne parce que rien que de le dire, c'est mettre celui d'en face dans une position pas d'infériorité, mais en tout cas de dire qui est-ce qui est jeune, qui est-ce qui ne l'est pas. Pour la SNCF, je suis plus jeune. Pour d'autres organismes, j'ai le droit encore à la carte jeune. Donc voilà, moi, c'est un terme que je n'utilise pas, que je rejette. Après, est-ce que dans la communauté juive, il y a un problème à laisser la place à ceux qui seraient d'une autre génération? Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut se poser. Écoute, peut-être, et en même temps, finalement, ces personnes-là qui se sont battues, qui ont construit la vie de certaines organisations. Donc, en tout cas, il faut pouvoir regarder l'autre, non pas dans l'âge qu'il a, mais dans ce qu'il porte. Et moi, c'est ce pourquoi je me bats au quotidien. Et après, la question de séfarade, ashkénaze, c'est pas, en tout cas à l'UEJF, une question qui se pose particulièrement. Il y a eu des présidents ashkénazes, des présidents séfarades, et je dois dire qu'aujourd'hui, dans la génération, en tout cas, qui est à l'UEJF aujourd'hui, la question de ashkénaze séfarade, elle se pose encore, mais les étudiants sont beaucoup moitié-moitié, un quart, un tiers, un demi, un 25e. Et surtout, la génération qui est aujourd'hui à l'UEJF, c'est une génération dont les parents, pour la plupart, sont nés en France. Je pense que je suis la dernière génération, ceux qui ont 27, 28 ans, à avoir leurs parents qui sont nés en Tunisie, en Algérie, au Maroc peut-être un peu moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, les étudiants de l'UEJF sont la deuxième génération qui est née en France. Donc, je pense que c'est là aussi peut-être qu'il y a quelque chose à interroger, qu'ils soient ashkénazes, séfarades ou les deux. Et je pense que c'est là où se joue peut-être le tournant, et c'est là où ce que disait Jérémy sur le fait d'être français plus séfarade et d'être finalement hybride dans sa culture joue beaucoup, parce que on peut dire nos parents sont nés en France, on est né en France, et donc le fait d'être séfarade est un peu plus loin. Et une dernière chose aussi, quand on est femme finalement dans la tradition juive, on épouse la culture de son mari, comme on dit. Donc finalement, je suis séfarade. Mais qui sait ce que je serai demain? Ça, c'est la question un peu plus tard pour renforcer ce que tu disais, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une des présidentes célèbres d'EZEI, puisqu'il s'agissait d'Evelyne Ashkenazi, la sœur de Manitou, qui avait répondu à un jeune animateur qui était très jeune, et elle était beaucoup moins, qui lui avait dit « La jeunesse est un état et non un privilège ». Donc, ce qui avait conclu de manière… Alors justement, Jérémy, comment tu répondrais à la question de la formation ou l'accès au leadership et
alors j'ose pas dire jeunes, mais je vais dire les étudiants. Il y a aussi une autre notion dans le judaïsme, on est étudiant toute sa vie. Donc ça résout comme ça le problème. Toute sa vie, jusqu'à 120 ans, on est étudiant. Voilà. Alors Jérémy, sur la question de l'accès et de la formation, est-ce que le séfaradisme joue un rôle? Écoute, moi, je vais faire juste un petit détour, si tu permets, Jean-Charles. Parce que je crois que sur cette question-là, plus largement, il y a un documentaire qu'il faut absolument que tout le monde voit, qui s'appelle Atzarfokaïm. C'est un documentaire que vous pouvez trouver sur Internet en trois exemplaires. Donc, Tzarfokaïm, c'est un petit jeu de mots sur Tzarfatim, les Français, et Marocaïm, les Marocains. Et donc, en fait, cette population un peu hybride qui est à la fois marocaine et à la fois française, et si on étend, qui est à la fois séfarade et à la fois française. Et le troisième épisode pose une question qui est absolument brûlante, qui est la suivante. Comment se fait-il que les populations d'Afrique du Nord qui ont émigré en Israël se soient retrouvées parquées dans des villes de développement pour 1, 2, voire 3 générations, qu'elles n'ont connu absolument aucune ascension sociale, voire le contraire, qu'elles aient subi des discriminations absolument terribles, alors qu'elles étaient quand même juives en Israël, et que dans le même temps, les populations juives d'Afrique du Nord qui sont arrivées en France, en quasiment une génération, se sont retrouvées à des postes de leadership absolument incroyables. Et quand je parle de postes de leadership, je ne parle pas de postes de leadership au sein de la communauté juive. Je dis au sein de la société française. Et quand vous vous rendez compte que le fils d'un petit horloger algérien s'est retrouvé major de Polytechnique et puis ensuite conseiller spécial du président de la République française, je parle de Jacques Attali, quand vous avez un juif d'Afrique du Nord qui était informaticien dans une boîte de pub qui se retrouve ensuite président de la plus grande entreprise française de publicité et qui se retrouve même à la tête de l'association française des entreprises privées, ça c'est Maurice Lévy, mais des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Et dans le documentaire, vous voyez des gens en Israël à qui leur famille disait, vous savez, moi, ma famille en France, ils sont tous médecins, dentistes, neurologues, etc. etc. Et il dit, c'est pas possible, c'est une blague. Mais quand il se baladait comme ça, avenue Montaigne, et qu'il regardait les plaques, il voyait les plaques de Ouaillon, Ohana, Bensoussan, etc. Quand vous réfléchissez à ça 2 secondes, c'est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que la reconnaissance qu'on doit à la société française, à la République française, sur sa capacité qu'elle a eue à déceler les potentiels, à les faire monter dans l'ascenseur social et à leur donner des positions sociales d'élite au sein de la République française, c'est absolument incroyable. Socialement, ce qui s'est passé et historiquement, ce qui s'est passé, c'est absolument incroyable. Et je crois qu'on doit être extrêmement reconnaissant envers la République française pour ce qu'elle a permis à ce moment-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif séfarade qui arrive et qui habite Sarcelles ou je ne sais où, en réalité, il a tout ce qu'il faut pour ensuite faire une vie tranquille, accéder à des postes de responsabilité, et puis évidemment, à plus forte raison, au sein de la communauté juive française, dans laquelle on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu une quelconque discrimination ou je ne sais quoi. Bon, après, ça prend un peu de temps. Il faut que ça se passe dans les différentes structures de responsabilité. Qui veut des responsabilités les prend et puis il y aura accès. Je crois que globalement, au sein de la communauté juive française, comme dans la société française, de manière générale, il y a toujours eu une possibilité pour des jeunes juifs qui voulaient accéder à des responsabilités de pouvoir le faire. La vraie question aujourd'hui qu'on a, c'est dans quelle mesure les jeunes français qui font partie d'une forme d'élite, que ce soit une élite économique, une élite politique, une élite d'éducation, etc., en quoi ces gens-là, demain, vont être encore impliqués dans les problématiques de la communauté juive française. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire qu'il faut
que nos institutions, elles soient attractives pour les élites juives françaises. Et à une époque, la question ne se posait pas parce qu'on avait des Rothschild, on avait des grandes familles qui étaient, on va dire, de par leur ADN, qui étaient impliquées dans les grandes institutions. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Moi, c'est ça aujourd'hui qui me pose question, qui m'inquiète sur l'implication de beaucoup de juifs, jeunes, moins jeunes. Effectivement, je suis assez d'accord avec Noémie, c'est un état de toute façon qui passe, hein, cet état de jeunes. Mais est-ce que demain, ils auront la capacité, ils sauront être accueillis pour qu'eux-mêmes puissent apporter ce qu'ils ont à apporter au sein des institutions juives françaises? Là, je pense que c'est une vraie question d'attractivité des institutions juives françaises et qu'il faut qu'on adresse tous ensemble, tous autant que nous soyons, les fameux leaders. Et merci, merci beaucoup. Nous aborderons cette question que tu as soulevée puisque tu as fait un saut en Israël avec Tzarfo Kaim, qui est qui est effectivement un reportage intéressant. Mais il faut lire aussi les critiques qu'il y a eu sur cette série, qui sont des critiques intéressantes. On va traiter cette question le 19 mai avec le professeur Denis Sherbit. Je crois que Noémie, tu dois connaître un petit peu Denis Sherbit, si mes souvenirs. Hein, avec le professeur Denis Sherbit sur justement, on sera après les élections, enfin les prochaines élections. Rien ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres dans 5 ou 6 mois en Israël, mais toujours est-il qu'on abordera cette question-là. Alors, Philippe Lévy. Oui. Comment répondrais-tu à cette question? Alors, je rejoins mes camarades. Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot » et dès qu'on la prononce, cette expression, on est soi-même disqualifié. Hein. Je crois qu'il faut… Le paradigme a complètement changé. Il faut changer d'altitude et de posture. Quand on pense au leadership, à la relève, moi j'ai été nourri à ça, perfusé à ça. Et l'injonction, c'était il faut faire naître une relève communautaire, il faut contrer l'attrition, le déficit d'engagement, il faut mettre tout en œuvre pour que des jeunes puissent reprendre le flambeau, etc. Et quand on se positionne comme ça, on est souvent très déçu, évidemment, parce qu'on a déjà une approche extrêmement verticale. L'institution, fût-elle centrale, historique, etc., qui projette sur ce réservoir de futurs leaders, pour ne pas les appeler jeunes, beaucoup de choses, avec effectivement une accélération de l'histoire et de la société, on l'a vu avec la crise, qui, de toute façon, nous fait observer que les jeunes prennent le pouvoir, pour reprendre ton expression, sans qu'on le leur donne, et ils peuvent le prendre à côté ou en dehors des institutions. C'est pour ça que c'est aux institutions de retravailler complètement leur approche, peut-être en étant plus horizontal, plus affinitaire, plus attentif à ne pas imposer des dogmes ou une vision stricto sensu d'une communauté dont on ne sait pas d'ailleurs quels sont les contours à ce jour. Qui dira dans 10 ans effectivement ce que sera la communauté française. Mais c'est de faire avec. Et faire avec, ça veut dire être vraiment dans une posture d'écoute, de disponibilité, d'accepter aussi des leaderships qui sont pas ceux qu'on a évidemment connus. On a parlé du DEJ, donc de Linclair. Évidemment, on a tous en tête des mentors, des Pygmalions, des personnes qui comptent. Tu citais Manitou. Mais je crois que ces totems ont peut-être effrayé d'une certaine manière. Des gens de ma génération, évidemment, on buvait les paroles de ceux qui nous ont mis sur les rails, qui nous ont donné matière aussi à prendre confiance en nous. Aujourd'hui, c'est sans doute plus erratique, mais plus sporadique aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une forme de leader extrêmement triomphal. Il y a des petites choses qui se font dans un temps imparti qui est quand même limité par la pression de la société, par les études, par les parents. Donc, évidemment, l'avènement des réseaux sociaux, de la technologie a aussi grignoté ce temps de disponibilité de ces jeunes. Avant, il fallait aller au Ken, il fallait aller au mouvement de jeunesse. Alors, il y a un seul mouvement qui échappe, si j'ose dire, à cette règle, quand on voit la massification des EI, quand on voit qu'aujourd'hui, ce retour à la simplicité, mais aussi à ses valeurs. Et moi, j'avais des parents au téléphone il n'y a pas très longtemps qui me disaient « Ah ben moi, je les mets aux EI parce que
c'est un accélérateur de maturité, il y a des courses d'orientation, il y a des valeurs, il y a le feu de camp, on confisque le téléphone, ils sont connectés les uns aux autres. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en situation d'avoir un leadership qui peut nous surprendre d'ailleurs. On a, nous, des volontaires en service civique, on en a une cinquantaine qu'on déploie dans les structures de jeunesse. On n'a pas 50 tempéraments, je dirais même pas 50 graines de leader. En revanche, le deal, enfin, le contrat de départ, c'est on va expérimenter des choses ensemble. Et peut-être que comme dans une relation conjugale ou amoureuse, où dès le départ, on se dit, c'est pas forcément le coup de foudre, mais c'est une co-construction. Et là, on a aussi, nous, une obligation, c'est de repenser notre approche qui est, comme l'a dit Noémie, un peu vieillissante, un peu patriarcale, un peu dogmatique, un peu doctorale, un peu… Les institutions font peur, ce sont des tours d'ivoire. Donc nous, quand on a créé, par exemple, le programme Noé pour la jeunesse, ce n'était pas un cheval de Troie pour ne pas dire qu'ils étaient au fond social. Ils pouvaient peut-être dissuader, mais c'était aussi une manière de dire, on va inverser un peu l'approche, et puis si vous ne revenez pas, et puis si vous revenez plus tard, et puis si vous faites moins que ce qu'on attend de vous, voilà, s'il n'y a pas ce troisième œil qui donne le sentiment que le jeune doit produire immédiatement ce qu'on attend de lui, on peut être agréablement surpris. Souvent, la question qu'on me pose, et je vais terminer là, c'est est-ce que les mouvements de jeunesse ne sont pas disparus? Combien sont-ils? Est-ce qu'on peut les compter? Et à mon époque, etc., etc. Les engagements ont changé. Il y a de l'engagement 2 ou 3.0. C'est vrai qu'on ne bat plus le pavé, 48 heures ou 72 heures pour Israël. Il y a des tas de choses à observer. Voilà mon propos. Et c'est encore une fois, dans cet habit d'arlequin, dans ce kaléidoscope, on va trouver à un moment donné des gens sur lesquels on va peut-être compter, sur lesquels on va miser d'une certaine manière et qui ne seront pas forcément les leaders qu'on attend. Et puis d'autres, profils sans doute beaucoup plus sobres et beaucoup plus inattendus, qui, eux, vont se révéler, se réveiller. Donc, arrêtons cette verticalité, travaillons avec ces jeunes sans forcément leur mettre le couteau sous la gorge de « c'est toi qui vas prendre ma place ». Oui, après les institutions, évidemment, entre les cumuls de mandats, entre un âge très avancé, entre celles et ceux qui s'accrochent comme la bernique au rocher, on sait bien ce que ça renvoie à l'institution. Il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Mais quand on est vraiment sur le terrain avec ces jeunes, entre guillemets, on pense moins à la verticalité qu'à un travail beaucoup plus patient, finalement. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole à Dvora, elle a bien compris que c'était elle qui allait prendre la parole maintenant, c'est pas un secret. Donc, si je comprends bien déjà, Philippe, c'est que tu vas demain changer le nom de ta direction, de ton département, puisque si je ne me trompe pas, il y a le mot jeunesse dedans. Tu en parleras à Bourdieu. Mais plus sérieusement, si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez utiliser le chat de discussion et parce que nous avons beaucoup d'intervenants ce soir, donc nous lirons les réactions et les remarques dans les prochaines éditions où en général il y aura un seul intervenant. Nous pourrons vous ouvrir les micros pour vous laisser la parole, mais ce soir, ça va être difficile, sinon j'ai peur qu'on termine très tard. Dvora. Écoute, c'est difficile de prendre la parole après mes collègues et mes amis, puisque je crois que presque tout a été dit, en tout cas des réflexions très pertinentes. Je vais pas me trahir, je vais vous faire une réponse, je vais parler de pédagogie, je vais parler d'éducation, je vais parler d'accompagnement dès le plus jeune âge. Il y a une première réflexion que je voudrais partager avec vous. D'abord, j'ai le sentiment, j'ai du mal à revenir à ce qui est au cœur de la soirée de ce soir et de lier mon propos à la question séfarade, c'est-à-dire est-ce que c'est propre ou pas au fait d'être séfarade. Je peux vous dire qu'en tant que femme, alors on parle pas, il ne s'agit pas là de féminisme et de leadership féminin au sein de la communauté, quoique ça serait un thème, et là j'aurais beaucoup plus facilement pu faire un lien avec une culture séfarade plutôt masculine, et qui, voilà, là, j'aurais peut-être pu développer un tout petit peu plus. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis sincèrement convaincue
que le leadership n'est pas un état de fait. On a une fibre de leader, on a un talent, mais ce talent, il se découvre. Et donc, pour qu'il se découvre, il faut le travailler, il faut être mis en situation et il faut pouvoir être accompagné pour se découvrir soi-même. Souvent, vous le savez, c'est ce qui arrive à Moshe Rabbeinu, on ne se connaît pas en tant que leader. Le leader lui-même ne sait pas. Souvent, vous proposez un poste à quelqu'un que vous pressentez comme étant capable d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il fait, il refuse la première chose. En général, c'est un bon signe parce que c'est quelqu'un qui a des doutes. Le leader, c'est quelqu'un qui a des doutes, c'est quelqu'un qui est souvent torturé, qui se demande s'il prend les bonnes décisions. Moshe Rabbeinu, quand on lui confie, quand Dieu lui dit va sauver le peuple, il refuse. Il dit pourquoi moi? Il trouve tous les arguments pour ne pas accepter. Ce que je voudrais vous dire, c'est que peut-être que aujourd'hui, il y a d'une part une prise de conscience nécessaire, je crois, au niveau des institutions, que ce soit, et pardon de redire ce mot-là, mais que ce soit par rapport à la place des femmes dans les conseils d'administration. Je ne pointe vraiment personne, mais je crois que cette idée de la parité, de la place des femmes dans les conseils d'administration et des jeunes, elle pourrait donner lieu à des engagements plus transparents et plus communiqués à ce niveau-là. Alors peut-être qu'un jour, il faudra qu'on mette en avant le fait qu'il y a autant de Sfarad que d'Ashkénaz dans nos conseils d'administration ou dans nos entités juridiques. Je n'entre pas dans ce débat, mais je veux dire que oui, il peut et il devrait y avoir des quotas. Je veux dire que si on ne s'en soucie pas, l'État va probablement nous obliger à nous y mettre. Je veux dire, vous connaissez la loi et les régulations à ce sujet dans les entreprises, dans d'autres cercles et dans d'autres milieux. Mais je veux dire qu'on n'est pas forcé d'attendre un revers juridique pour pouvoir se pencher sur cette question qui pourrait déjà redorer notre image et donner envie à certains de s'engager. Ensuite, j'ai envie de dire que peut-être que juste de dire trouver des leaders ou changer le leadership ou rajeunissez le leadership, il y a peut-être une responsabilité de chacune de ces institutions communautaires juives à créer des cadres pour que les leaders se découvrent, pour qu'ils soient en situation de responsabilité, ce qu'on appelle dans le milieu anglophone le middle leadership, c'est-à-dire de suivre des groupes de personnes qui sont potentiellement en mesure de devenir des gens porteurs de projets. Alors, leader, il faudrait qu'on réfléchisse à ce que ça peut vouloir dire. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un de profondément convaincu par un certain nombre de causes qu'il a envie de porter haut et fort. Parfois, il en suffit d'une pour pouvoir mener les choses très loin, mais pour pouvoir se découvrir leader, il faut pouvoir être mis en situation. C'est ce que font les mouvements de jeunesse. C'est ce que fait trop peu l'école, l'éducation formelle, surtout en France, surtout à l'école juive, où on est très orienté sur d'autres questions. Malgré tout, alors je ne dis pas que les nouvelles orientations au niveau du bac et de l'oral peuvent, enfin, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, mais je dis que c'est un début, préparer sa prise de parole, de savoir comment convaincre, d'être éloquent, ça fait partie de ce qui relève des compétences d'un leader. Et en tout cas, je pense sincèrement qu'une des mesures, puisqu'on est en train d'envisager de réfléchir à cette question, tu as parlé de la gouvernance, donc la gouvernance, les gouvernants devraient se poser la question, alors pardon si le mot choque quand je parle de quotas, mais en tout cas de se demander au moins s'il y a une parité et s'il y a suffisamment de place pour des plus jeunes. Et il suffit d'avoir une prise de conscience et de l'annoncer et de le dire haut et fort pour qu'on en soit convaincu. Et après, il y a probablement au sein de chaque institution à réfléchir à la question du middle leadership, de préparer des cohortes de mise en situation et avec des gens qui vont très naturellement sortir du lot et probablement se diriger vers des fonctions plus importantes. Voilà. Et merci beaucoup. Sur la question de la femme ou du statut de la femme ou de la place laissée à la femme justement dans les mondes sfarades, nous avons une conférence qui est prévue là-dessus, mais un peu plus tard, ce sera au mois de juin. Donc on y reviendra parce qu'effectivement, je pense qu'il y a là un sujet. Alors, je voudrais passer à la question suivante qui est peut-être à la fois personnelle, mais qui me paraît être importante pour l'ensemble de la collectivité. Et j'invite toujours notre public à noter ces questions, ces remarques dans le chat. J'invite aussi les intervenants à les lire parce qu'il y a certaines remarques ou réponses qui leur sont adressées dans le chat.
Ma question est plus personnelle. Qu'est-ce que chacun d'entre vous, alors il y a ceux qui ont déjà ce travail à faire puisqu'ils ont des enfants, et il y a ceux qui bientôt vont, comme le disait Noémie tout à l'heure, construire leur famille et avoir une progéniture. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre, non pas de la formation au leadership, parce que ça c'est une question qu'on laissera pour l'instant de côté, mais la question de savoir qu'est-ce que vous allez leur transmettre de votre propre culture ou des cultures sfarades. Parce que quand Jérémie dit tout à l'heure, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème, mais c'est parce que le monde sfarade, Osei, la tfila du matin, elle est ashkénaze. Le Birkat Amazon est ashkénaze, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une espèce de, comme on a créé à l'armée en Israël, un livre de prière, un sidour qui intégrait les différentes cultures, mais je dirais, et ça a été accepté, je n'ai pas entendu de crise là-dessus, mais de manière naturelle, on est arrivé à ce résultat-là qui fait que c'est comme ça que ça. Et dans d'autres mouvements, c'est l'inverse. Mais encore une fois, comment vous allez transmettre, qu'allez-vous transmettre à vos propres enfants de cette culture sfarade, de votre histoire et origine sfarade? On commence par Jérémie. Ah, tu ne laisses même pas le temps de. Ah, de mais réfléchir à une question qui est difficile. Écoute. Tu n'avais pas encore commencé parmi les 4 intervenants, ça devait arriver à un moment. C'est vrai. Non, écoute, moi, je vais te répondre en citant un grand TI. Alors, je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais les grandes présidentes, bien sûr, tu as raison, il y avait Buisson. Plus récemment, il y avait Béatrice Boukris. Et puis, évidemment, je ne peux pas non plus ne pas citer une personne qui nous a quittés, qui s'appelait Ayala, Monique Elfassi, qui a été une grande présidente quand j'étais moi-même jeune, à l'époque, au ZI. Et Anne-Marie Revkolevski. Et Anne-Marie Revkolevski, absolument, qui a tant fait pour la lutte pour les Juifs du RSS. Absolument. Et donc, bref. Non, mais pour répondre à cette question-là, je vais te citer un grand TI, qui était un grand TI du Maroc, qui a eu énormément d'influence à Strasbourg, parce que c'est le Rav Eliaou Abitbol, dont certains ne savent pas qu'il était au ZI, mais c'est un très très grand TI et qui a toujours donné de son temps quand on l'a sollicité pour les EI, et je le remercie beaucoup pour ça. Et il y a un moment donné, évidemment, lui, il est très marocain. Ça s'entend par les pores de sa peau. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus, il était à un cours. Et puis, je ne sais pas comment cette question est arrivée sur qu'est-ce que c'est que le fait d'être marocain. Et puis, il parlait des habits marocains, il parlait de la chanson, etc. Et Rav Abitbol a dit à un moment donné, il dit non, mais ça, c'est du folklore. Ça, c'est du folklore. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que dans ce dont on parle, c'est-à-dire la dimension séfarade, est-ce qu'il y a autre chose que du folklore? Parce que le folklore, c'est sympathique, c'est intéressant, ça va se transmettre via des traditions culinaires, etc. Mais ça ne va pas chercher très loin le folklore. Ce n'est pas quelque chose qui mérite de persister. Et donc, la vraie question qu'il faut qu'on se pose maintenant, que ce n'est pas naturel, c'est-à-dire on n'habite plus au Maroc, on n'habite plus en Tunisie, on habite soit en Israël, soit en France, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas naturellement des endroits de séfardité d'Afrique du Nord. Et la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est que est-ce qu'au-delà du folklore, il y a une dimension de l'ordre des valeurs, de l'ordre de l'intellect, qui peut se définir dans le mot séfarade et qui serait intéressant à transmettre. Et là, je crois qu'il y a déjà un travail à faire qui n'est pas fait. Mais il y a des choses, et si je devais les exprimer comme ça de façon un petit peu diffuse, c'est le fait d'être en opposition à un judaïsme que j'appellerais un judaïsme lituanien.
Et je le dis avec d'autant plus de respect que pour moi, le judaïsme lituanien, ça fait partie des très grands judaïsmes. C'est le judaïsme qui a produit le Gaon de Vilna, c'est le judaïsme qui a produit le Rav de Brisk, c'est le judaïsme qui a produit Yeshayahu Leibovitch, d'une certaine façon. Donc, tu connais l'attachement que j'ai. Voilà. Et donc, ce judaïsme lituanien qui a produit Emmanuel Levinas, c'est un judaïsme absolument extraordinaire. Et un juif lituanien comme Emmanuel Levinas, et ben, quand il est arrivé à l'Alliance à Legno, pour lui, les Juifs marocains, c'était, il le disait à un moment donné dans un de ses textes, c'était de la poussière d'or sur les semelles. Il y a quelque chose de particulier qu'il faut ajouter pour que l'ensemble du peuple juif soit je dirais, le plus harmonieux possible. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est cette dimension, j'aime pas trop le mot, mais cette dimension un peu tolérante. C'est cette dimension qui n'est pas une dimension radicale, qui n'est pas dans l'absolu. Et le judaïsme lituanien du Rav Chaim de Brisk, c'est un judaïsme de l'absolu, c'est un judaïsme d'une radicalité qui est folle. Leibovitch, d'une certaine façon, c'est aussi un juif radical. Et il y a une grandeur dans la radicalité. Il y a une grandeur dans la radicalité, il y a une volonté d'aller vers l'absolu, vers l'extrême. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas s'en passer. Mais d'un autre côté, cette radicalité, cette absoluité, elle pose un problème de vivre ensemble. Parce qu'elle pose un problème d'opposition, elle pose un problème d'exclusion des gens qui sont à peu près dans un mode un peu entre deux, quoi, qui sont bon, d'accord, moi, on sait bien ce que ça veut dire, ces juifs-là. C'est les juifs qui sont là le vendredi soir, qui sont tous en famille, sympathiques, mais qui rentrent en voiture tranquillement, et à qui ça pose absolument aucun problème. Et bah, même si du point de vue de l'intellect, il y a une forme d'incohérence dans ce comportement-là, je crois qu'il faut dire qu'il y a une grandeur dans ce judaïsme-là. Il y a une grandeur dans cette incohérence, il y a une grandeur dans cette capacité à être à la fois complètement juif et puis à être à la fois un tout petit peu incohérent. Et ça, c'est cette grandeur-là qui a beaucoup de mal à passer. C'est une grandeur qui a beaucoup de mal à passer, notamment en Israël. Très compliqué à comprendre, parce qu'en Israël, vous savez, il y a soit les religieux, soit les chilonimes. Et cette dimension séfarade-là, s'il y avait une chose qu'il fallait transmettre et qui ne soit pas du folklore, ça serait vraiment ça. Et là-dessus, il faut qu'on ait collectivement un travail à réaliser pour que ce judaïsme-là, il subsiste. Et merci beaucoup. Je t'invite à lire le chat où on pose la question de savoir, c'est de la question de c'est quoi le folklore, etc. Je voudrais, on reviendra, une très bonne remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure des présidentes. Karen nous dit ne pas oublier Marguerite Klein, c'est exact. On ne peut pas oublier Marguerite Klein. Merci. Je vais laisser donc, la parole pour répondre à cette question. Tu as élargi, mais je voudrais revenir à la cellule familiale, à la transmission personnelle, et c'est Dvorah qui va répondre à cette question. Elle est extrêmement compliquée, cette question, parce que d'abord, elle pose la question de ce qu'on a reçu en héritage, de par sa famille, de par ses parents, l'histoire de ses grands-parents, et le contexte, et disons dans la suite logique de cette question de départ, c'est le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, nous, et puis les choix de vie qu'on a pu faire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je m'excuse de revenir à des choses un peu plus personnelles, mais comme tu nous ramènes à la question qui est plutôt une question personnelle sur nos enfants, donc je ne peux pas ne pas en reparler. Je vous l'ai dit, avec le nom de famille que j'ai, donc Serrao, qui est d'origine hollandaise et un des plus anciens parnassim de la communauté séfarade d'Amsterdam, donc portugaise d'Amsterdam, ma belle famille d'origine est de l'île de Madère, et puis ensuite ils sont installés au Brésil, et du Brésil sont arrivés en Hollande quand la synagogue portugaise a été fondée. Et c'est vrai qu'on a fêté la bar mitzvah de mon fils l'année dernière, et on a eu énormément de mal à décider
les tfilines, sfarad ou ashkénazes. Quand on s'est marié, le sidour, parce que moi j'ai grandi avec un sidour ashkénaze, puisque mes parents sont revenus à la tradition et à la pratique de la religion avec des communautés ashkénazes. Donc moi je priais dans un sidour ashkénaze, mon mari dans un sidour qui n'est pas vraiment sfarad, parce que le sidour portugais a plutôt des ressemblances avec le sidour ashkénaze qu'avec le... Voilà. Et quand on a fait tout ça, les enfants régulièrement nous demandent, à l'école, les enfants nous disent, ils sont d'origine marocaine ou tunisienne, nous, qu'est-ce qu'on est? Il y a vraiment cette question de nous, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est plutôt ashkénaze, est-ce qu'on est plutôt séfarade, et puis c'est quoi algérien, mais algérien d'où, et puis après il y a les villes, etc. Donc cette question de qu'est-ce qu'on transmet, j'ai envie de dire que on s'y est déjà pensé, enfin personnellement, au niveau professionnellement, je me suis déjà penchée sur cette question. Il faut savoir que dans le cadre des activités que j'avais au sein de la Morim, une des priorités que nous avions, c'était vraiment de transmettre ce judaïsme séfarade, qui est aujourd'hui assez méconnu et en tout cas très peu enseigné dans nos écoles. C'est-à-dire que, de manière générale, dans les écoles juives, il y a énormément de choses qui sont enseignées, mais pas forcément avec la distinction de séfarade et ashkénaze, que ce soit au niveau de la pratique, de la tradition juive, que ce soit au niveau de la philosophie. Je vais vous surprendre en vous disant qu'il y en a évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la distinction est très peu souvent faite. Je ne le vois pas tellement comme un échec. Je le vois, peut-être que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, Jérémy, c'est-à-dire que je veux dire que la France a joué dans cette construction de l'identité des Juifs, qu'ils soient ashkénazes ou séfarades ces dernières années, un rôle de catalyseur qui n'a non pas effacé, mais qui a un tout petit peu atténué j'ai envie de dire, ces traits identitaires très fortement marqués dans les générations de nos parents ou de nos grands-parents, et qu'aujourd'hui, je vois plutôt, au-delà d'une pratique, parce que je suis sincèrement persuadée aujourd'hui qu'on va se diriger vers une communauté juive beaucoup plus globale, mondiale, universelle, avec des mariages, on le voit, hein, avec des gens parce qu'on se rencontre à l'université, parce qu'on a des cercles européens, parce qu'aujourd'hui on dépasse les frontières, et que cette différence va s'atténuer, mais ça ne nous empêchera pas de devoir nous poser la question de la connaissance de ce judaïsme et ses particularités. Et là, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour vraiment donner aux enfants, aux plus jeunes, une véritable connaissance de la littérature, de la philosophie, de la pensée, de la construction de la halakha dans le monde séfarade, et pourquoi pas en opposition avec celle qui a été et qui fait le trait du monde ashkénaze. Donc, je rejoins tout petit peu, enfin, de manière différente ce que dit Jérémy. Je crois que nous sommes une génération de la réconciliation entre le monde séfarade et ashkénaze, et que de la même manière que j'ai envie de transmettre à mes enfants les bases et les fondements du judaïsme séfarade, j'ai envie de le faire aussi au niveau du judaïsme ashkénaze, parce que pour moi, c'est un tout sur être juif aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux deux derniers intervenants de faire un effort et d'être un peu plus bref que nos précédents amis. C'était très intéressant, mais il faut aussi se limiter. Juste des remarques, je vois que Michael Khalifa nous dit que 2 300 000 sfarades dans le monde, soit 15-20% de la communauté juive mondiale, mais nous parlons souvent plus et plus fort. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on éduque ses enfants à parler plus et plus fort. En tout cas, c'est son avis. La question qui a été posée, c'est Martine qui nous dit folklore ou culture? Si la culture est de la poussière, où allons-nous? C'est une question effectivement un peu compliquée. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jérémy, je considère le Rav Abitbol comme étant l'un de mes maîtres. Et très souvent, on a eu cette discussion. Il a fait partie de ces jeunes partis du Maroc qui sont allés étudier dans des synagogues, dans des yeshivot lituaniennes, comme tu as dit. Il ne faut pas oublier que c'est cela qui a créé le mouvement Chasse en Israël. Ça a été la réaction
de créer un mouvement différent. Alors, Philippe, le jour où tu auras déjà, tu as de multiples enfants à Oui, travers voilà. tous les On mouvements de va dire jeunesse. qu'entre entre les mouvements de jeunesse et les neveux, il y a de quoi voilà, Le jour laisser où un tu peu. auras les tiens. Je crois que on parle de réconciliation d'une certaine manière. Je ne voudrais pas voilà, qu'on ait le sentiment que il y a dans cette séparadité le parler haut, le parler fort, la cuisine, et puis que c'est dénué finalement d'un substrat intellectuel ou de finesse ou de choses comme ça. Je voudrais vraiment que, d'une certaine manière, puisse faire le tri. Moi, je le fais, je vais moins répondre pour les enfants que je n'ai pas encore que pour les parents que j'ai encore. C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends d'eux et qu'est-ce que je laisse. Je dirais qu'aujourd'hui, je prends d'eux, encore une fois, c'est ce que j'ai dit en introduction, effectivement, cette ouverture, cette tolérance. Alors moi, c'est vrai que j'ai en tête le grand rabbin Sirat ou des figures qui étaient aussi des figures de l'inclusion. J'ai vu un autre visage de la séparadité à un moment donné, plus orthodoxe, plus replié sur soi, moins tolérant, moins disponible. Et ça me correspondait moins parce que je trouvais que mes parents n'avaient pas été élevés comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on laisse échapper de soi? Je ne pense pas qu'il faille une construction mentale et de toute façon, tout plan serait déjà compromis. Si on avait un bréviaire de la bonne éducation, ça se saurait. Mais être synchronisé, je pense être synchronisé dans cette forme très affectueuse, très affective de ce qu'on a reçu de nos parents, qui nous aiment de manière irrésolue. Et s'il fallait définir l'amour que nous portent nos parents et celui même qu'on décerne à ses enfants, c'est déjà tout un cycle de webinaire. Mais là où je rejoins Dvorah, c'est effectivement que moi, je suis en train de le faire. Hein, je vous parle de manière assez cash, c'est d'explorer au-delà du folklore, qu'est-ce que ça raconte. Au-delà de ces traditions, qu'est-ce que ça raconte sans faire de prospection sociologique, parce qu'il y a derrière tout un pan qui, à mon avis, voilà, constitue un socle de valeurs. On n'arrive pas encore strictement à définir au-delà de la bouffe, de la familia et de traits finalement très méditerranéens. Je pense qu'il y a derrière tout un univers plus subtil, plus fin, plus, comment dire, pour l'instant, j'appréhende pas à pas. Mes parents se livrent peu et c'est à moi maintenant de faire ce travail de savoir quelle est l'essence, voilà, quelle est l'essence qu'ils m'ont transmise et que je serai moi-même capable de transmettre à mon tour, peut-être inconsciemment, mais voilà, c'est un travail que je vais faire pour ma part. Je ne peux pas dire ce que je vais donner à ces enfants que je n'ai pas encore, mais c'est le travail du grand enfant que je suis. Et je le dis avec beaucoup de sincérité et de simplicité. C'est tout un travail que j'ai envie d'entreprendre parce que je me sens très, très fier de cet héritage. Merci beaucoup. Alors, Noémie. J'aimerais peut-être je ferai court, vous raconter une anecdote qu'on a vécue cet été. On a fait nos universités d'été, donc un programme de formation dans le sud de la France. D'habitude, on a l'habitude d'aller en Israël sur des questions d'identité, autour du conflit, un peu comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on est. Et cet été, voilà, on est allé dans le sud de la France, à Bayonne, avec les Juifs de Bayonne, et puis on est arrivé à Marseille. Et on a passé une matinée autour d'une sculpture qui a été inaugurée dans les années 80, qui s'appelle les 7 portes de Jérusalem. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez peut-être taper, qui est une sculpture comme ça qui donne sur la mer, qui est un peu laissée à l'abandon, mais qui avait été faite en mémoire de tous ces juifs séfarades qui étaient arrivés par Marseille, qui avaient été l'espace de quelques jours pour beaucoup d'entre eux dans un camp, dans une sorte de camp d'accueil qui faisait un peu le passage comme ça entre ces pays d'Afrique du Nord et la France. Et on a comme ça, avec notre guide,
raconter l'histoire de cette porte, de ce camp, de l'arrivée de ces Juifs d'Afrique du Nord en France. Et puis, la plupart d'entre nous ne connaissions ni l'existence de ce camp, ni tellement l'arrivée de nos familles par cet endroit-là. C'est pas tellement une histoire qu'on raconte. Et pendant l'après-midi, finalement, tous les étudiants qui étaient là, nous étions une quarantaine, ont commencé, pour la plupart, ceux en tout cas qui avaient une histoire reliée à l'Afrique du Nord, à appeler leur famille, à leur dire « Mais attendez, est-ce que vous aussi, vous êtes passé par ce camp? Est-ce que vous êtes arrivé à Marseille? Comment ?» Et finalement, le soir, on s'est retrouvés comme ça. Et puis, certains étudiants avaient l'espace de cet après-midi découvert tout un pan de leur histoire. Soit la manière dont leurs parents étaient arrivés en France, soit voilà, ce chemin, le déracinement, la violence que ça avait pu être. Et on s'est rendu compte à cet endroit-là la difficulté finalement que ça peut être pour ces familles-là séfarades de raconter la violence du déracinement, de raconter la difficulté que ça a pu être, peut-être aussi la difficulté que ça peut être de raconter tout ça face à l'horreur du récit, disons, ashkénaze. Et voilà, des étudiants qui, en l'espace d'une après-midi, grâce à une sculpture, grâce à un moment, ont redécouvert un pan de leur histoire. Alors voilà, je pense que c'est aussi ça, ce que moi, ou en tout cas ce qu'on essaye de transmettre, c'est aussi une histoire, une culture, et puis la capacité voilà, à pouvoir toujours être accroché à cette histoire tout en créant une nouvelle en France. Et puis moi, pour avoir été vice-présidente de l'Union des étudiants juifs d'Europe et avoir croisé beaucoup d'étudiants européens, allemands, russes, ukrainiens, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai le plus compris que j'avais quand même un grand côté de moi qui, au-delà d'être juif, était séfarade. Mais tout de même, finalement, on se retrouvait autour de champs communs. Donc, l'aspect séfarade, finalement, est très vite aussi dépassé par le fait d'avoir un socle juif qui nous unit. Mais voilà, je garde cette sculpture en tête qui m'a énormément marquée et qui finalement a permis de raconter et de dire. Merci beaucoup. Nous avons eu la chance ce soir d'écouter 4 intervenants qui chacun, intervenantes et intervenants qui chacun, chacune dans leur domaine nous a fait toucher du doigt a répondu, on dit en hébreu, accès à mazleg, sur vraiment le bout de la fourchette par rapport à ces questions-là. Et pour nous, je pense que c'était très, très important. Avant de conclure cette soirée, je voudrais redonner la parole à André Derry, président de l'association. André? Oui, bah, je n'avais pas prévu de conclure, mais c'était passionnant. À la vérité, au départ, je ne pensais pas que la jeunesse actuelle était aussi imbibée de son séfaradisme. Bon, il y a et c'est une découverte vraiment heureuse. Et bon, je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de conclusions des uns et des autres, mais je pense que le séparadisme durera et qu'il y a quand même une richesse dans notre histoire. On va développer cela avec les différentes conférences, mais dans notre histoire, on n'a vraiment pas de quoi rougir et on peut conserver notre spécificité. Il y a cet aspect de tolérance du judaïsme séfarade qui n'a rien à voir avec le… Excusez-moi, là, il y a une perturbation là, par le téléphone. Là. Et donc, c'est la tolérance. J'ai en mémoire une conférence du regret roi de rabbin du Maroc qui faisait un éloge, mais alors vraiment dithyrambique, sur le rabbinat marocain, disant que c'était vraiment là que la halakha était donnée par les rabbins marocains et que du monde entier, on venait s'inspirer de leurs décisions. Alors, si c'est un roi musulman qui dit ça, je pense qu'on peut prendre en considération.
Maintenant, effectivement, Jérémy a touché du doigt le problème des Marocains qui étaient arrivés. Cette question, nous l'avions posée il y a de nombreuses années dans une délégation où nous étions partis des Juifs originaires du Maroc en Israël. On avait fait un tour et c'était du temps de Menahem Begin comme Premier ministre. Et nous étions arrivés à Beersheba et on avait demandé au président de l'université, regardez, vous avez devant vous un groupe de professions libérales, de gens qui sont venus du Maroc, ils ont tous réussi, et leurs cousins, leurs propres cousins dans leur famille, qui sont venus en Israël, sont dans un état vraiment lamentable. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et il est devenu blême, hein. Je vous dis vraiment, il ne savait plus quoi faire. Il dit, bon, on est en train de faire des efforts pour leur donner des cours particuliers, tout ça. Donc, c'était un vrai problème. Bon, aujourd'hui, le problème est moins aigu, mais il n'empêche pas moins que on doit continuer à se battre. On est un seul peuple, ça c'est évident. Mais chacun a sa spécificité. On peut conserver un amour particulier pour ses origines, pour l'histoire que l'on porte, pour tout ce que nos ancêtres nous ont transmis et que nous transmettons. Peut-être pas, tu as parlé d'une question, comment transmettre. La transmission, ce n'est pas didactique, c'est la façon de vivre, c'est la façon d'appréhender les choses, c'est la façon de se comporter soi-même. Et c'est là, à ce moment-là, on est un exemple pour ces enfants. Et ils suivent ou ils ne suivent pas. Mais on ne peut rien imposer. Alors, si on trouve le moyen de rendre la chose attractive, à ce moment-là, les enfants suivent. Mais si on est plutôt dans la rigidité, je ne crois pas que les adolescents d'aujourd'hui se laissent faire. Voilà. En tous les cas, je voudrais remercier nos débatteurs. Vraiment, merci beaucoup d'avoir consacré votre temps à nous exposer vos parcours. Je suis très heureux de voir qu'il y a quand même encore un sentiment de séparatité chez vous. Et j'espère que nous nous verrons. J'ai l'occasion de rencontrer certains comme Mademoiselle Madar ou Jérémy au CRIF, puisque nous faisons partie de l'Assemblée générale du CRIF. Mais j'espère que cette pandémie, une fois finie, on pourra se retrouver, mais alors en live, comme on dit, en présentiel, et pour d'autres débats et d'autres discussions pour affiner un petit peu sur quoi faire reposer notre futur séparade. Merci. Merci beaucoup, André. À mon tour, je souhaite de remercier ceux qui étaient là ce soir avec nous. Ce Zoom a été enregistré, donc et il sera sur notre chaîne YouTube de la fédération, la FASF. Et vraiment, merci par ordre d'apparition à l'écran à Dvora Serrao Boujna, qui va pouvoir retourner à des tâches très concrètes dans la transmission, parce qu'il y a des enfants autour dont il faut s'occuper. Merci à Noémie Madar. Vous m'avez beaucoup manqué, là, le groupe de l'UEJF cet été, puisque depuis quelques années, voilà. Merci à Jérémy Haddad des EI, encore une fois, une bonne santé, et à Philippe Lévy du Fonds social et une bonne santé aussi à ton papa. Voilà, alors notre promenade nous amènera dans 15 jours. Nous avons rendez-vous avec le docteur Dov Maimon, je pense que c'est un nom connu, qui nous parlera de qu'est-ce qu'il nous reste de Sfarad une fois qu'on a tout oublié. Alors, quand on connaît Dov Maimon, et je pense que ça risque d'être piquant et intéressant. Et le 7 avril, qui est aussi le Yom HaShoah, nous aborderons avec le docteur Georges Bensoussan, connu, très connu,
l'État d'Israël face à la Shoah, construction d'une mémoire. Voilà, je ne vais pas vous donner tout le programme, vous le retrouverez sur vos différents écrans. En tout cas, merci beaucoup, bonne soirée et à très très bientôt. J'espère qu'on se rencontre le plus rapidement possible. Merci beaucoup et merci à André et à la Fédération Sfarad. Bonne soirée. Merci Jean-Charles. Merci à tous.